Bonjour à tous, merci pour votre présence, pardon, et bienvenue. Donc, aujourd'hui, notre meet-up est dédié au product owner augmenté, c'est-à-dire qu'on va vous présenter 5 outils d'IA à maîtriser, pour un product owner. On va commencer par se présenter. Donc moi, c'est Emma Rouillard, je travaille chez Segus, depuis quelques années. Je suis, experte, product ownership et experte agile. Et puis, je vais laisser la parole à Édouard. Merci Emma. Alors moi je suis donc Édouard Baudouin, donc consultant méthodologie agilité au sein du département donc Shift Acceleration qu'on vous présentera un tout petit peu plus tard pour le cabinet Sigus. Et j'interviens tout comme Emma principalement sur des missions donc de product owner, de product manager, de scrum master. Voilà. J'en profite pour faire la liaison tout de suite et vous dire si vous avez des questions tout au long de la présentation, gardez-les bien en tête, n'hésitez pas à les noter. Il y aura un temps dédié aux questions, un échange juste après. On va pouvoir vous répondre, mais nous, on ne va pas s'interrompre pendant notre présentation pour y répondre minutes. Donc faites attention à ne pas vous faire flouder la question. Tout de suite, je retourne donc sur Sigus pour vous présenter succinctement ce qu'est Sigus, parce que tout le monde ne connaît pas forcément et c'est un tort. Donc Sigus, c'est un cabinet de conseil, donc maintenant qui a une dizaine d'années, qui intervient auprès d'entreprises du CAC 40 de toute activité et tout secteur. Donc, on n'est pas un cabinet spécialisé dans un domaine d'activité, mais on a une spécialité bien à nous qui est le transformation, la transformation. Et vous l'avez en sous-titre en dessous du nom Siguste, le Smart Shift, qui est la transformation digitale par l'IA et qui s'appuie donc sur 4 départements principaux. Donc, Emma et moi appartenons au département Shift Acceleration, donc un département qui s'occupe en particulier de faire accoucher des projets, de faire des framings, de réfléchir à des besoins et d'intervenir sur la mise en place d'outils, de solutions, avec notamment l'intelligence combinée sur laquelle Emma va revenir parce que ça va être au cœur de notre présentation, mais aussi sur d'autres départements comme le département Smart Workplace qui a pour mission de l'adoption d'outils afin de faciliter, améliorer la productivité au sein des entreprises et dans les équipes. La data, Smart Data, donc la transformation par la data, parce que je pense que personne ici n'est pas convaincu que la data est une question à la fois d'hier, d'aujourd'hui et fondamentalement de demain, la gouvernance par la data. Et en dessous, vous avez un département qui est un vecteur tout à fait différenciant de Segus avec une importance capitale, qui est la Smart Experience Factory, c'est-à-dire de la capacité que va avoir Segus en fait à usiner ses propres solutions, ce qui fait de Segus un cabinet particulièrement à la pointe à l'aide de ces 4 piliers. Parfait. On va continuer, on va pouvoir commencer. Et en introduction, on souhaitait revenir sur le thème augmenté. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de product owner augmenté? C'est parce qu'effectivement, comme l'a dit Édouard, on estime que l'IA, l'intelligence artificielle et tous ces outils peut nous aider en tant que product owner et dans notre quotidien, peut nous aider à faciliter certaines tâches, à améliorer certaines tâches aussi qu'on peut faire, donc à nous accompagner et à être plus efficaces, mais bien sûr ne pas à nous remplacer. Quelques statistiques qui vont rendre, ce sujet un petit peu plus concret avec des chiffres, et des sources. Donc l'impact de l'IA sur le quotidien d'un product owner, déjà en termes de productivité, les utilisateurs d'IA estiment gagner 38 de productivité et d'efficacité dans leur quotidien. On a aussi une statistique sur la rapidité où les tâches peuvent être accomplies 21-25 plus rapidement, en moyenne et avec des résultats d'une qualité supérieure. Et la qualité, qui est aussi une statistique intéressante. Donc 73 des entreprises ont constaté une amélioration de la qualité du travail grâce à l'utilisation des outils IA. Pour cette présentation, ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur, le cycle de vie d'un produit et sur les étapes clés traditionnelles d'un product owner et de la vie d'un produit, en se concentrant sur 3 étapes particulières, donc prototypage et les premiers tests, la concrétisation en mode agile et la partie développement. On a décidé de laisser pour l'instant de côté l'exploration et l'idéation puisque nous avons d'autres meet-up et d'autres personnes au sein de Segus qui vont faire des présentations, des meet-up, des événements autour de ces expertises. Donc nous, on va se concentrer sur, plutôt la deuxième partie du cycle de vie d'un produit. Et donc, on va vous présenter certains outils d'IA qui vont vous aider pour, des tâches clés, dans ces étapes. On va parler de Wizard, on va parler de Copilot et plus précisément de Copilot, pour Forms.
On va vous présenter aussi ChatMind et Gemini, et le dernier outil sera Jam. Alors, je prends la suite parce que pour la démonstration, on va utiliser donc un cas fil rouge, qui est un cas d'usage, qui est un cas fictif que nous avons l'habitude d'utiliser à Sigus, parce qu'il parle en fait assez facilement aux personnes en prenant un produit auquel les gens peuvent s'identifier. C'est le cas Foodie. Foodie, c'est dans notre conception une entreprise qui est spécialisée en fait dans la vente de boissons et de nourriture dans les stades, les enceintes sportives. Donc pour ce cas-là, nous allons utiliser Foodie pour les différents outils que nous allons vous montrer. Ça, il va passer et on arrive tout de suite, voilà. Alors, la phase de prototype et de test, donc, qui est pour nous la première phase du cycle du produit qu'on a envie de montrer à l'aide d'outils. Donc, on va utiliser 2 cas de figure pour Foodie. Le premier, en utilisant donc l'IA qui s'appelle Wizard, pour s'entraîner à visualiser la valeur de mon produit avec un premier prototype. On sait tous, pour ceux qui ont déjà travaillé avec des product owners ou qui travaillent en tant que product owner, que le product owner a beaucoup de fonctions qui ne sont pas forcément ses fonctions métiers. Toutes les équipes, suivant leur taille, n'ont pas forcément des product designers pour les accompagner dans la phase de prototypage. Et en fait, on se retrouve à toucher un peu à tout. Et Wizard, je vais vous montrer, va pouvoir accélérer, augmenter la façon de travailler du product owner. Et dans un deuxième temps, on va vous montrer sur comment Copilot peut nous aider, toujours dans le cas d'usage Foodie, toujours dans le cas, comme l'a dit Emma, de l'utilisation de formes, à recueillir les retours utilisateurs plus facilement, avec plus d'efficacité. Donc, comme je vous l'ai dit, donc pour Wizard, ça va être très simple. Vous allez avoir cet écran-là et directement la capacité, et vous allez avoir une démonstration qui va se relier, de générer par IA un modèle. Donc, je vais sélectionner mon format, je vais prompter mon besoin, je vais sélectionner un style, et tout de suite après, va se générer, suivant un temps donné, c'est bien normal, mon premier prototype que vous allez voir apparaître. Automatiquement, suivant le prompt que j'ai reçu, je vais avoir différents écrans d'une application mobile, parce que j'ai sélectionné mobile dans un style moderne, qui vont m'apparaître devant avec des ébauches de fonctionnalités. Ces ébauches de fonctionnalités, elles viendront de l'usage le plus courant de ce qu'a pu imaginer l'IA pour une sélection de nourriture et de livraison de nourriture. Comme il y a d'autres logiciels qui existent déjà, il va beaucoup en copier. Et en fait, à partir de là, je vais avoir en fait un contenu éditable. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que ce contenu éditable, je vais, moi, avec mes compétences, de manière augmentée, la base a été générée par IA, mais la finition sera faite par Product Owner, je vais pouvoir modifier en fonction de mes besoins, en fonction de mes premières idéations et la phase d'avant qu'on n'a pas montré du prototypage et du test, des ébauches de fonctionnalités, des ébauches de visuels, ce qui va me permettre de pouvoir générer des premières POC, Proof of Concept, auprès des parties prenantes, pouvoir avoir de la démonstration au-delà de mes specs. Le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est Copilot. Alors Copilot, la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, voire sont utilisateurs. C'est l'IA associée à la suite Microsoft. Donc Copilot, il va avoir la capacité d'être directement relié en fait aux différentes fonctionnalités de Microsoft qu'on retrouve déjà, et en particulier ici dans ce cas d'usage de Word. Et là, comme vous pouvez voir, je vais avoir tout simplement prompté un texte qui correspond à mon besoin et aux recherches utilisateurs que je vais avoir envie de faire. Ici, là, je vais prompter. Nous voulons développer une première version de notre application dédiée à la vente de boissons et de nourriture dans les enceintes sportives, soit le concept de Foodie. La démarche que je veux mettre en place, nous souhaitons faire tester une application des utilisateurs et recueillir leurs retours face à ce forme. Les retours que nous aideront à identifier les points forts et les points faibles de l'application, ainsi qu'à améliorer l'expérience utilisateur avant le lancement officiel. Donc, ce qui est un prompt en soi assez simple, assez clair, mais qui va permettre automatiquement en fait, de générer, et ce de manière, à mon sens, très rapide, une série de questions éditables. Donc là, vous avez des questions qui sont faites, suivant les différents types de concepts, suivant les différentes informations que j'ai demandé à mon IA de chercher, qui vont avoir des solutions raisonnables. Et moi, je vais avoir la capacité, en fait, de modifier pour raccrocher à mon besoin ses propres questions. Comme supprimer une question, ajouter une question, modifier l'ordre des questions. Et la vraie force qu'on va avoir ici de Copilot, c'est son branchement directement avec Form et sa capacité à avoir quelque chose d'opérationnel tout de suite. C'est-à-dire que si le questionnaire me plaît, je peux le partager aussitôt à mes utilisateurs.
avec les différents add-ons qu'on peut avoir dans Microsoft. Donc c'est vraiment là, on est sur de l'IA intégrée. Un outil qui était déjà très utilisé par les product owners pour recueillir les retours utilisateurs. Voilà, là, par exemple, Keep It, on a notre document qui est prêt à être envoyé, avec une fonctionnalité encore plus particulière, et encore une fois, je reparle des add-ons, mais c'est la capacité autant à mettre à la charte le form directement pour le rendre utilisable minute. Et je vais laisser la parole à Emma pour la suite du processus de vie produit. Et effectivement, donc pour la seconde étape, pour la partie concrétisation en mode agile, là, on a voulu se focaliser sur 2 tâches. La première, le fait de générer des premières épiques pour initier un backlog et la deuxième tâche d'un product owner, la rédaction de user story. Pour ce faire, on a sélectionné d'abord un premier outil qui s'appelle Chatmind et qui va nous aider à générer des premières épiques sous forme de carte mentale. Donc le principe est le même, on va commencer par un prompt en lui demandant de générer des épiques et des user stories pour une application de distribution de nourriture dans les stades. Donc le prompt assez basique, hein, comme vous l'avez vu sur les autres outils. Et il va nous générer à partir de ce prompt, à partir de cette explication rapide de notre application et de son objectif, il va nous générer des premières épiques sous forme de carte mentale. Donc les résultats sont assez probants et très intéressants. On a des exemples qui peuvent être... je vais revenir un peu en arrière et là on voit bien par exemple l'épique 1, enregistrement des commandes. On a aussi une épique 3 sur la sélection des produits et création du panier. Donc, vous pouvez voir que c'est des épiques qui sont assez classiques, des étapes en tout cas d'une application qui sont assez classiques. On peut vérifier qu'on n'a rien oublié, on peut vérifier que les épiques sont pertinentes. Ça ne répond plus, c'est bon. Excusez-moi. Donc on peut vérifier que les épiques sont pertinentes, qu'on n'a rien oublié dans notre étape, dans les étapes de construction de notre produit. On peut aussi utiliser le chat qui est à droite et aller plus loin dans les idées. On peut lui demander de générer d'autres épiques si jamais on veut avoir des nouvelles idées, si on veut innover. Là, c'est ce qu'on lui a demandé. Et il nous propose, par exemple, d'intégrer un programme de fidélité. Donc ça permet d'avoir une première vue d'ensemble et d'exploiter déjà notre produit, de voir un petit peu la valeur ajoutée et de se faire une idée des premières épiques et des premières user stories qu'on va pouvoir intégrer dans notre backlog. Une fois que c'est fait, on peut exporter ce MapMind sous format Excel, sous format d'image, dans un PowerPoint ou sur le format Word également. Donc très, très facile à partager à toutes nos parties prenantes. En bonus, on a voulu aussi vous présenter Miro Assist. C'est l'intelligence artificielle intégrée dans Miro et qui va proposer un peu la même fonctionnalité que Chatmind. On va commencer par lui expliquer aussi également l'objectif de notre application et créer un mind map avec Miro. Et ça va nous générer des idées. On trouve que ces idées peuvent être parfois plus poussées, donc plus intéressantes à exploiter. Et comme sur Chatmind, on peut sélectionner une idée et lui demander de la diviser, d'aller plus loin, plus en détail sur cette idée, et donc d'avoir plus d'informations et de commencer à enrichir notre backlog avec des user stories et peut-être même des nouvelles idées qui vont être proposées par Miro Assist. L'avantage aussi de Miro Assist, c'est qu'on peut lui demander facilement de résumer les éléments. J'avance un petit peu et là on a l'option. On peut lui demander de résumer ces éléments, de nous faire un paragraphe qui va être hyper facile à exploiter. Et puis utiliser aussi Miro Assist, le chat, pour réorienter si besoin, etc. Donc voilà pour ce petit bonus qui nous semblait important si vous utilisez déjà Miro au sein de votre entreprise ou dans vos pratiques. Et l'autre cas d'usage qu'on voulait vous présenter pour cette étape, c'était la rédaction des user stories qui peut parfois être un peu fastidieux ou un peu long pour un product owner. Là, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser Gemini, donc l'équivalent de ChatGPT du côté Google. Et donc, ce qu'on va surtout vous partager, c'est le prompt qu'on utilise pour générer des user stories. Là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que je lui ai demandé déjà de prendre un rôle en tant qu'expert méthodologique agile et lui expliquer sur quel produit il va travailler. Donc, je lui fais mon paragraphe d'explication. Je lui dis que j'ai déjà pensé à certaines épiques que j'aurais générées en amont avec mes autres outils.
Je lui fais la liste des épiques et ce que je peux commencer à lui demander, c'est son avis, entre guillemets, sur les épiques et lui demander de m'en proposer des nouvelles ou de les reformuler si besoin. Ça lui permettra aussi de bien comprendre les enjeux derrière mon produit et la vision que j'en amène. Donc voilà pour ce premier prompt et les premiers résultats, avec des propositions que je peux avoir en fin de réponse sur des nouvelles épiques qui, pour Gemini, semblent compléter en tout cas mon produit. Mon second prompt, quant à lui, va être dédié à lui demander de me créer des user stories. Et là, je vais lui demander de me créer 3 user stories pour chaque épique. Je vais lui demander aussi d'utiliser, la phrase qu'on connaît, quand on est product owner aussi, c'est de commencer par «en tant que», pour être sûr qu'il comprenne bien que ce soit des user stories et qu'il utilise la bonne forme. Je veux que mon backlog soit propre et que mes user stories aient toutes la même forme. Je lui demande aussi d'ajouter des critères d'acceptation. Comme ça, je suis sûre d'avoir des user stories bien complètes et avec tous les éléments nécessaires au développement. Je génère et vous voyez que on peut avoir déjà des éléments très importants, très intéressants. Là, sur ma première épique, gestion des informations sur les stades, ma première user story, en tant qu'utilisateur, je souhaite rechercher un stade par son nom ou son adresse afin de pouvoir commander de la nourriture ou des boissons pour un événement qui a lieu. Et en critères d'acceptation, on va avoir la recherche par nom et adresse du stade fonctionnel, les résultats de la recherche pertinents et précis, et les informations sur les stades complétés et à jour. Donc on a quand même un résultat assez probant qu'on pourra retoucher sans souci de notre côté ensuite. Et je peux en profiter aussi sur Gemini. Je peux profiter de ces éléments pour toujours compléter. Là, ce que je pense une bonne pratique, c'est lui demander d'écrire ses user stories et ses épiques directement dans un tableau, en lui demandant de faire des colonnes et donner mes titres aux colonnes pour pouvoir exporter plus facilement ces éléments sous format CSV et ensuite les importer directement dans mon outil de gestion de projet, par exemple Jira. Comme on peut voir à l'écran sous format tableau. Je peux ajouter une colonne critères d'acceptation. Là, j'ai une colonne résumé et une colonne description, mais je peux adapter mes colonnes comme je le veux. Et voilà pour cette étape et ces 2 outils. Et donc, je reprends la parole pour le dernier outil que nous voulons vous présenter et qui correspond en fait à un outil qu'on peut utiliser sur la phase de développement du logiciel, développement de la solution, qui est une phase qui est excessivement importante dans le métier de produit parce que c'est celle qui va souvent prendre le plus de temps et qui va impacter le plus de monde parce que dans le framework agile, le product owner travaille en liaison avec des équipes de développement et ces équipes de développement, tout l'enjeu qu'on va chercher à avoir, c'est de faciliter la compréhension. Les développeurs, eux, ne sont pas à l'origine de la recherche, ne sont pas à l'origine de recueillement des retours utilisateurs, mais ont besoin d'utiliser ce qui a été spéqué, donc ou par IA, et de le transformer en ligne de code en un véritable produit. Cependant, une fois que le véritable produit a été développé, en fait, il reste une partie du travail et il y a tout le travail, comme on l'a dit précédemment. Dans une équipe, il n'y a pas forcément toutes les fonctions qui sont assurées. Et parfois, certaines fonctions sont assurées par une seule personne au lieu de plusieurs. On a parlé du product designer, mais parfois, il y a des questions de QA, des testeurs qui ne sont pas présents dans les équipes et c'est un rôle qui incombe souvent au product owner. Et là, on va vous présenter du coup Jam. Jam, qui, à la différence des autres IA, on a parlé d'accélérer la rapidité et l'efficacité des équipes grâce à l'IA. Et bien, cette IA, en fait, elle va vraiment le faire en maximisant la collaboration sur quelque chose que tous les product owners ont vécu plusieurs fois, le rapport de bug. Donc, je vais laisser la démonstration de faire. Donc là, on a un produit qui est existant. Et pendant l'utilisation de ce produit, on a un souci d'authentification, ce qui est un grand classique. Là, on va démarrer une extension Jam, prendre un screenshot, et faire comme tous les débuggers font, prendre un screen, indiquer où est le souci. Donc là, on va avoir le screenshot classique. Je vais faire une flèche en disant attention, au niveau du front, on a un problème dans l'authentification, j'ai un blocage, et générer. Est-ce que tu peux mettre en pause? Et là, à ce moment-là, la plupart du temps, on va prendre le screenshot, l'envoyer à ses développeurs, ouvrir sa console de debugging, chercher l'erreur, envoyer un nouveau screenshot, envoyer un message par une messagerie instantanée, vérifier que le souci a besoin d'être créé ou pas dans un ticket. Et en fait, là, on va vraiment allonger le cycle de vie du bug le plus possible et réduire en fait, et allonger pardon, sa durée de résolution, alors qu'on chercherait à avoir une durée
le plus court possible, parce que le bug peut avoir un impact business important si tant est que l'application est déjà en production et que c'est un use case qui n'a pas de workaround. Donc là, dans Jam, j'ai créé mon ticket, en fait, mon screenshot, j'ai indiqué le souci et j'ai créé un lien que mon équipe de développement va retrouver directement. Est-ce que tu peux rallumer va retrouver directement dans sa console. Alors, donc là, on revient. J'ai lancé mon extension Jam. Voilà. Il va retrouver directement dans sa console un instant de replay de l'instant, alors qu'il n'était pas forcément préenregistré, pour pouvoir revérifier les actions qui ont été faites, faire toute la rétro-ingénierie qu'on a dans le bug, et ouvrir carrément les logs qui ont été utilisés à l'instant T par l'utilisateur qui lui a envoyé le screenshot. Vérifier les erreurs, vérifier les actions qui ont été faites, vérifier le détail du back-end et directement un chatbot IA Powered génératif qui va l'aider à résoudre le problème. En l'occurrence, là, on a des erreurs qui sont pour certains devs faciles à comprendre, pour d'autres moins. Il va pouvoir avoir directement des solutions de résolution de ces erreurs et un lien direct, parce que c'est l'intégration qui va faire la différence sur la vitesse de communication, et un lien direct pour prendre les actions qui en seront nécessaires avec l'intégralité des informations relatives aux bugs générés. Donc Jam, on a vraiment un côté très communication qui est utilisé et qui va permettre en fait de dépasser le screenshot de debugging qui est trop souvent présent en fait dans les processus de debugging qu'on trouve dans les schémas de produits classiques au cours des développements. Voilà. Donc voilà pour nos 5 presque 6 outils qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, on a relié à des tâches qui nous paraissent essentielles dans le quotidien d'un product owner. Et donc, pour conclure, et à retenir, les grands principes qu'on souhaite revoir avec vous, déjà, c'est que l'intelligence artificielle est là pour faciliter la prise de décision et la priorisation, comme on a pu voir dans les outils précédents. Elle va être aussi là pour augmenter votre efficacité et automatiser certaines tâches, comme on a pu voir sur la création de forms. On peut aussi utiliser Copilot pour organiser ses réunions et rédiger aussi ses emails, donc qui va automatiser des tâches qui sont un peu plus, qui peuvent être moins agréables à avoir dans son quotidien. Et l'IA va nous aider aussi à améliorer la collaboration et la communication avec le très bon exemple de Jam qu'on a pu voir juste avant, qui va faciliter la communication avec les développeurs et qui va faciliter le partage des informations et la transparence. Donc voilà pour nous pourquoi l'IA peut être très intéressant pour le métier de product owner et quels sont les grands principes à retenir. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les partager à voix haute ou par écrit. C'est comme vous préférez. On a été très Et si vous n'avez pas de questions particulières, Oui. on a une question. On a une question alors sur le fait qu'il y ait un replay, je te laisse répondre, oui. Et on a donc Altman, je vous laisse. Peut-être sur le replay d'abord, je vais répondre. Oui, vous aurez un replay disponible. Vous aurez une communication pour avoir accès au replay qui sera bien sûr disponible même sur notre chaîne YouTube Ségus. Oui, du coup, j'avais une petite question. Donc, merci beaucoup pour la présentation des outils. Ça a l'air vraiment super. Et en entreprise, comment vous vendez ces solutions pour pouvoir les utiliser en termes de confidentialité, d'infos qu'on donne à l'IA? Mais justement, nous, en mission, si on souhaite utiliser un de ces outils et que c'est un outil qui, par exemple pour Jam, je pense à Jam, si l'outil n'est pas sécurisé, en tout cas on vérifie que les données soient bien sécurisées dans l'outil. Si ça n'est pas le cas ou si on a un doute, on en parle à nos clients et on décide ensemble si c'est possible ou pas. Si c'est pas possible, on le met de côté, évidemment, puisque prime la confidentialité des données. Pour d'autres outils comme Copilot, l'avantage c'est qu'on a les licences Copilot nous au sein de Ségus et que ça arrive de plus en plus chez nos clients. Et là, le souci de confidentialité ne se pose plus puisque Copilot gère très bien ces éléments-là. Donc on le fait quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, on privilégie bien sûr la confidentialité des données qui est le plus important. Merci. Avec plaisir. Dans l'ordre des questions, on a eu une question de chat, puis une question levée, puis à nouveau une question de chat. Donc je vais revenir sur la question de chat un instant, qui était de Grégory. Merci. Voilà, bon, voilà. Où trouver la liste des solutions? Je pense qu'on peut utiliser la même réponse que tu as formulée sur le replay. Tout à fait. Vous aurez accès au replay. Donc là, vous pourrez retrouver la liste des 5 solutions, des 5 outils qu'on vous a montrés aujourd'hui.
Si vous voulez, on peut vous les remettre dans le chat rapidement. Il y avait Copilot, Miro, Jam, Udar Wizard et et Chatmine. Et Gemini. Chatmine. Oui, tout à fait. J'ai une petite question rapidement par rapport à... Alors, super présentation. Au début, vous évoquez le fait que vous développez des solutions IA côté, côté entreprise, de votre côté. Est-ce que vous utilisez un LLM qui est propre à vous, ou est-ce que vous utilisez un LLM qui est déjà disponible, qui est open source pour vos... Est-ce que tu as l'info, Edouard? Alors, Moi, je n'ai pas l'info de pas mon côté. complètement l'info, et j'aurais tendance, de ce que je connais, parce que alors c'est le problème, c'est qu'Emma et moi, nous ne sommes pas dans le département qui développe en lui-même, mais de ce que je connais, il y a les deux. Voilà. Ok, d'accord. En fonction- Parfait. On a la réponse dans le chat, pas de LLM propriétaire. Oui, parce que comme a évoqué plutôt Marc, c'est que Atman, pardon, c'est que il y a dépendamment en fait du LLM qui est utilisé, des fois il est sécurisé, des fois non, mais c'est précisé par exemple OpenAI a une politique spéciale par rapport à ça. Et est-ce que justement les outils que vous avez présentés ont cette politique-là de confidentialité par rapport aux données qui sont fournies ou non? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est open source et qui est destiné après peut-être à la revente de données ou autre? C'est une bonne question. Moi, je suis pas sûre de pouvoir donner la réponse à cette question maintenant en étant sûre de moi. Moi, je sais qu'il y en a certaines où je peux donner la réponse pour être sûr. Par exemple, l'exemple de Jam, où c'est une solution payante. Où là, il y a des accords de confidentialité fondamentalement qui sont faits. Mais il y a aussi des solutions qu'on a qui sont en open source, où là, je pense que la réponse, c'est plus complexe. Ok. Avec... Excusez-moi. Non, pas de souci, allez-y. Non, mais j'allais poser une autre question. Je ne savais pas que vous alliez prendre la parole, donc désolé de vous avoir Pas de interrompu. souci. Non, pas de problème. Non, j'allais dire justement que si vous aviez des questions un peu plus techniques, avec plaisir pour avoir votre contact, pour qu'on puisse vous rediriger vers les personnes qui pourront vous répondre de façon sûre, si Ok, ça vous parfait. intéresse. Et il y a une dernière question, c'est par rapport au dernier outil de DIA que vous avez présenté. On voit une page web sur laquelle en fait vous prenez un screenshot, et de screenshot, après on voit qu'il y a plein de logs qui sont générés côté back avec tous les appels, etc. Et certainement du coup, si je comprends bien, JamGPT s'appuie sur ça pour répondre à la problématique. Pour proposer des solutions. Est-ce que ça concerne uniquement tout ce qui est page web, ou est-ce que si par exemple on a une solution qui est par exemple sur mobile ou autre, on peut utiliser ce genre d'outil? Alors, pour répondre, là, en l'occurrence, la page web qu'on utilise, c'est un SaaS. Donc, ce SaaS, il peut exister aussi en mobile. Donc, il a une D'accord. capacité aussi responsive de récupérer les logs sur des solutions mobiles. Ok. Voilà. C'est tout, si tant est que la page est éligible aux extensions. Mais ça, normalement, les extensions de navigateur, ça se trouve aussi sur mobile. Et dernière question. Au tout début, vous avez présenté un super outil d'IA pour générer des prototypes très rapidement. Et même après un deuxième outil pour faire des use cases, etc. Ces deux outils-là, est-ce que pour des projets qui sont vraiment matures, c'est-à-dire qui sont vraiment avec énormément de règles de gestion, etc., et qui sont vraiment périns, en fait, sur lesquels il y a une certaine pérennité et qui sont développés depuis longtemps, est-ce qu'on peut assurer justement de nouvelles fonctionnalités avec ce geste-là, ou est-ce que ce serait plus pour des outils qui sont en début de cycle de vie? Alors, je pense que la réponse, en fait, elle est vraiment dans le screenshot du PPT là. Sur le start creating, depuis zéro, depuis un screenshot, IA généré depuis un template. On est vraiment sur un outil de construction design d'UI. Donc, il faut partir du principe que c'est vraiment un directeur et un outil de création plutôt qu'un outil de réflexion produit. C'est-à-dire que ça va présenter des solutions suivant l'IA, suivant l'estimation qu'elle a du projet. Là, en l'occurrence, le cas Foodie, c'est là où il est intéressant, c'est qu'il s'agit juste d'un virage de l'existant. Donc, on n'est pas sur de l'innovation pure et dure. Donc, l'IA va pouvoir en fait réfléchir sur ce qui existe déjà en fonction de ce qu'elle a déjà vu.
Sur la proposition de fonctionnalité qu'elle va faire, ça sera très simple, mais ça sera pas forcément, ça doit se nourrir, et c'est là où on rentre dans la logique product owner augmentée et de travail en combinaison entre le product owner et l'IA. Ça doit se nourrir notamment d'une réflexion et d'un travail de discovery qui va avec. Donc c'est un accélérateur plus qu'un remplaçant qu'il faut vraiment voir. Mais effectivement, ce serait plus en phase amont d'un produit. Tout à fait. Si on veut aller beaucoup plus loin sur un produit qui est déjà très bien installé et qu'on souhaite peut-être améliorer, mettre à jour, ajouter une fonctionnalité, ajouter une version, là, effectivement, ce sera plus un travail qui sera à faire en interne dans l'entreprise, avec une équipe dédiée, une équipe avec les expertises demandées, plutôt qu'utiliser ce genre d'outils, en effet. Bah, actuellement, à titre personnel, j'utilise Figma, qui est une solution qui marche très bien pour les Oui. sites qui sont déjà très périns, enfin qui sont déjà arrivés à maturité, pour les projets déjà arrivés à maturité, puisque ça permet de partir de l'existant. Mais là, je vois qu'il y a une fonctionnalité Start from Screenshot, donc peut-être que ça permettrait aussi de partir d'un Peut-être. applicatif qui est déjà existant. Tout à fait. Je pense que c'est possible après à voir quels résultats en sortent. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que est-ce que tout le passif est bien compris par l'outil? Donc à tester complètement. Adrien, je vais vous interrompre et vous renvoyer vers un autre webinaire qui a été fait notamment sur Figma par nos équipes sur la phase de framing. Et je vais devoir passer la parole à d'autres personnes qui ont d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On avait d'autres questions qui suivaient. L'une, c'était pour revenir sous l'outil Jam de Maru. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou si on a pu répondre à vos questions pendant notre échange avec Adrien. Et sinon, on avait une question de Camille sur on présente des outils orientés Microsoft comme Gemini et pourquoi pas ChatGPT pour l'écriture des EPIC et des US. Alors ça, cette réponse-là, je te laisse la faire ou tu veux que je la fasse? Je peux, ouais. C'est un choix personnel, un choix d'équipe aussi, qu'on a voulu utiliser Gemini pour un peu varier aussi, parce qu'on connaît tous très bien ChatGPT. Et on a voulu montrer qu'il en existe d'autres qui peuvent être intéressants. Là, on a comparé alors avec ChatGPT 3 et avec Mistral aussi, puisqu'on a quand même une solution française qu'il est important d'essayer et d'adopter si possible. Là, c'est Gemini qui a été le plus concluant pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de garder Gemini pour la rédaction du user story. C'est lui qui nous a proposé les US et les critères d'acceptation les plus pertinents. À vérifier maintenant avec ChatGPT 4. Peut-être que là aussi, on aurait un très bon résultat. Mais voilà pour le parti pris. Marie qui est toujours là, je vais pouvoir répondre du coup. Ça serait sympa de réexpliquer le cas d'utilisation de Jam. Je n'ai pas compris l'amélioration qu'il offre au process Q1. Alors, je vais parler d'expérience startup, par exemple. Vous avez une équipe produit qui développe de la fonctionnalité en lien avec des équipes dev. Le PO va spéquer, faire le backlog refinement, diviser le travail, laisser l'équipe développement suivant le sprint planning organiser son sprint backlog, donc l'organisation de ses travaux pendant le temps de développement de 2 semaines, une semaine, etc. Mais en fait, va rajouter dans sa definition of done, il y aura souvent la notion de fonctionnel, parce qu'il va y avoir de la mise en production régulière. Il faut s'imaginer que c'est un outil qui convient à des produits qui sont déjà en place. Va faire de la mise en production régulière. Et en fait, dans ces environnements de pré-production, donc ça peut être Pit, Dev, Staging, etc., va chercher à vérifier dans un environnement isoprod en amont de la mise en production, va vérifier que tout fonctionne bien. Et dans tout fonctionne bien, en fait, il y a plusieurs façons de faire les tests et il y a souvent la consigne qui est donnée, essaie de casser la fonctionnalité. Du pain test pour voir quelle est la limite, parce que le spec, parfois, il peut y avoir un moment qui est perdu, qui est éludé, parce qu'il y a un paramétrage dans le monolithe qui est plus complexe. Et en fait, on va essayer de casser la chose. Et en fait, quand on va réussir à casser la chose, suivant les critères d'acceptation qui ont été peut-être générés par IA, et c'est là où on a un lien entre les outils qui rend le truc très intéressant, parce qu'en effet, rédiger des critères d'acceptation, ça peut être parfois long. Suivant les critères d'acceptation, donc on va faire ces tests, et en fait, il va y avoir des moments où il va y avoir des blocages. Donc des erreurs qu'on va retrouver, des 501, des 402, etc. Et en fait, ce qui se passe souvent dans la plupart des entreprises, dans la plupart des équipes produits au process QA, s'il n'y a personne pour le faire vraiment et qu'il y a une expertise là-dessus, parce que c'est une expertise métier qu'on retrouve avec la façon de le faire, en fait, on va voir le truc qui ne marche pas, voir que la page ne marche pas, ouvrir la console, prendre un screenshot, ouvrir la page network, copier-coller le truc dans un canal Teams, dans un canal Slack ou dans un canal Teams qu'on a créé pour la fonctionnalité, répondre à la question, inspecter, faire des échanges.
Et en fonction, il y aura un qualificatif du level. C'est un process qui est assez courant dans la plupart des entreprises. Il y aura un qualificatif du level de dangerosité du bug. Et ensuite, il y aura la priorisation de la résolution du bug suivant les temps, etc., etc. Et en fait, là, on va enlever un gros morceau de l'étape qui est tout le pré-résolution qu'on aura du bug, du pré-qualification. On va identifier un souci. Et en fait, on va envoyer un screenshot des logs de la console, du back-end qui est concerné, des actions qui ont été faites directement dans un environnement où en fait ils vont être compilés et où l'impact chatbot IA va en fait identifier la série de solutions en fonction d'une analyse du back-end, une analyse des environnements, une analyse des actions qui ont été effectuées juste avant. Voilà. C'est le cas d'usage de Jam, je l'ai beaucoup plus vulgarisé. Je ne sais pas si j'ai été très long, mais si ça a pu aider à comprendre en clarté. C'est le 400. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je n'ai pas vu d'autres questions. Ok, Voilà. parfait. Je vais peut-être laisser conclure. Il faut juste que Marie me dise que c'est bon pour cette personne-là. Et s'il faut, nous envoyer ses coordonnées pour qu'on en rediscute parce que c'est Bien sûr. aussi très intéressant. Avec plaisir. Parfait. Bah, dans ce cas, je vais conclure. Et avant de vous laisser, on voulait juste vous dire que si ce meet-up vous a intéressé, on organise au sein de Ségus un summit, donc en présentiel dans nos locaux, donc dans le 8e arrondissement de Paris, le 11 et 12 juin, pendant lequel on va avoir plusieurs ateliers et plusieurs sujets autour de l'intelligence artificielle et l'intelligence combinée. On va représenter une seconde fois aussi ces cas d'usage en étant plus complet, en proposant plus d'outils, plus d'étapes de vie d'un produit et plus de tâches qu'un PO peut avoir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site. On vous envoie le site avec le programme. Donc si vous voulez vous inscrire ou si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas. Et pour vous donner quelques exemples d'autres ateliers, d'autres présentations qu'on va faire, on va avoir un atelier sur la conception de produits augmentés, de l'idée à la solution grâce à l'IA. On va avoir aussi des ateliers sur les rôles augmentés, un peu comme celui-ci. On va en avoir un qui va toucher au manager augmenté, donc comment l'IA transforme-t-elle le métier de manager. On va avoir aussi sur les formations augmentées, donc concevoir une formation de A à Z à l'aide de l'IA, ou encore un business model augmenté. Voilà, donc voilà pour des exemples d'ateliers qu'on va mener pendant ce summit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil. Merci Laure. Merci à tous. Bonne journée.